Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, votre podcast qui résume et analyse tous les shows de la WWE. Je suis Giscal et c'est parti pour un nouvel épisode du Catch Up Express, cette fois pour le Monday Night Raw du 7 avril 2025. On est à un peu moins de 2 semaines de WrestleMania, nous étions en direct de Minneapolis et ce soir au programme, Jey Uso qui nous sort peut-être la promo de la Road et qui menace le trône de Gunther. Seth Rollins a retourné la tête de Paul Heyman. Un triple threat féminin est enfin officialisé, il était temps. Et le Fatal 4-Way également pour le titre intercontinental est dans la poche. On va traiter de tout ça et bien plus encore. Mais juste avant, un petit pas de côté pour notre auto-promo. Si vous nous écoutez sur YouTube en podcast vidéo, n'oubliez pas de liker, d'activer les petites cloches de notification et de vous abonner. Ça nous aide énormément pour le référencement. Merci, merci. Et n'hésitez pas évidemment à commenter. On se fera un plaisir de réagir à vos commentaires. Dans le lien, dans la description, vous trouverez le lien de notre Discord également pour venir discuter avec moi et toute l'équipe de Catch Up et toute la communauté Catch Up. Et voilà, et si vous nous écoutez en podcast, vous savez également les petites étoiles, les notes, voilà, ça nous fait plaisir. Allez, c'est parti, on démarre avec tout de suite honneur aux femmes. Le Triple Threat Fever cette semaine, ça y est, on y est, Io Sky, Rhea Ripley et Bianca ont signé le contrat. On se souvient la semaine dernière, bataille générale lors du match pour le titre mondial féminin avec Bianca Belair en special guest referee. Adam Pearce avait promis de clarifier la situation, c'est chose faite. Adam Pearce est sur le ring, il a le contrat, il a la ceinture, il appelle les trois femmes les unes après les autres. Et puis bah écoutez, ça va pas tourner autour du pot. On repart encore sur un segment quasiment copié-collé des semaines précédentes, à savoir Bianca Belair qui provoque Rhea Ripley qui n'a pas peur de Bianca Belair, Io Sky qui essaye de se mêler à la bagarre, enfin en tout cas voilà, à l'embrouille. Elle est repoussée encore de la tête, enfin de la main par Rhea Ripley qui limite qui la gifle un petit peu là. Donc bah, ça, on l'a déjà vu 2 ou 3 fois je pense. Yosuke qui fait mine de se barrer en mode elle en a marre, elle signera pas le contrat, je sais pas quoi et tout. Mais finalement, c'est pour mieux caler un missile, un springboard, missile dropkick dans le dos de Rhea Ripley qui s'écrase sur Bianca Belair. Sky n'est donc pas une faire-valoir, hein. C'est un petit peu ce qu'on essaye de nous montrer. Elle signe le contrat et donc le triple threat est officialisé. Bon bah ça y est, on y va, on y allait, hein, mais maintenant on y va, c'est sûr. Ce match a évidemment tous les ingrédients dans le ring pour être un show stealer, on va pas se mentir, mais bon, on m'enlèvera pas quand même le goût de la bouche, hein, que ouais, Io Sky ne ressort quand même pas forcément très grandi et ne devrait, je pense, a priori pas ressortir très grandi de cette rivalité. Elle a été présentée à chaque fois comme un petit peu la folle du fond du bus, là, hein, qui parle en japonais, qui gesticule, mais qui se fait bâcher dès que ça devient sérieuse entre les deux powerhouse de la division féminine d'Euro. C'est encore ce qui s'est passé cette semaine. Elle aura beau sortir un super match, personne n'est dupe à mon avis. Les gens sont là surtout pour voir Rhea Ripley, un peu pas mal pour voir Bianca Belair, et bon, écoutez, moi, je mise plutôt sur un changement de titre et un Io Sky qui retournera faire ce qu'elle sait faire de mieux, savoir faire des super matchs là en weekly, mais laisser. Ouais, je lui donne pas un grand avenir et je trouve que c'est ces segments qui se répètent, bon, un petit peu dans ce sens-là. Triple threat donc confirmé. On continue avec un deuxième segment et alors là, messieurs, Blood for Blood, Jey Uso. Jey Uso qui élève enfin le niveau, ça y est, on y est. On se souvient la semaine dernière, Gunther qui a détruit Jimmy Uso sous les yeux d'un Jey absolument terrifié, détruit mentalement, complètement pris au piège, impuissant, attaché aux cordes. Il a vu son frère se faire ouvrir le... Enfin, ouais, si, littéralement, ouvrir le crâne par un Gunther sadique, impitoyable. Euh,
Donc on avait une nouvelle confrontation des deux hommes au micro, mais alors cette semaine, c'est une véritable claque que je me suis prise à titre personnel. Ouais, écoutez, ouais, Jey Uso, pareil, un build-up hein, alors pas même niveau d'intensité, mais on va dire un petit peu même dynamique de retournement de momentum. La semaine dernière à SmackDown, je trouvais que, bah, écoutez, Charlotte et Tiffany, ça faisait pas forcément rêver sur le papier. Et il aura fallu d'un segment micro, alors dans un style très différent, parce que c'est plutôt par le côté un peu malaisant, euh, limite shoot, on savait pas trop ce qu'on voyait avec les filles qui, bon bah d'une certaine manière, a un peu titillé notre intérêt. On se disait ok, elles s'aiment peut-être vraiment pas, ça donne envie un petit peu de voir la suite. Qu'est-ce qui va en sortir de ça? En tout cas, on a un peu plus envie de les voir se taper dessus. Ah, là, on a eu une masterclass de Jey Uso qui retourne là aussi complètement le momentum, un build ma foi, assez tiède, un Jey Uso loser au possible, vendu tel quel, en plus vraiment assumé dans la storyline. Son frère qui est obligé de prendre les devants, limite, de la rivalité pour lui montrer comment on gère hein, face à un champion. Il se fait éclater. Et là, ça y est, Jey Uso qui craque. Ah, c'est Sangohan Super Saiyan 2 contre Cell. Là, il a vu désolé pour la ref, un peu bidon. Il a vu son frère se faire éclater. Et là, voilà, là, il a craqué, c'était trop. Et donc, cette semaine, Gunther débarque avec son costard. Il s'apprête à parler. Il est immédiatement interrompu par Jey Uso. Pas de t-shirt de couleur, hein, tout en noir, machin, pas de hit. Il arrive, il descend ultra business, il rentre dans le ring, il prend le micro, et alors là, masterclass, il nous fait un speech un petit peu sur fond de, écoute, Gunther, j'imagine que tu as une mère toi aussi, tu lui parles régulièrement, qu'est-ce que tu lui racontes à ta mère quand tu lui parles? C'est d'ailleurs assez marrant parce qu'il pose pas mal de questions à Gunther pendant le segment, mais Gunther ne lui répond pas, à aucun moment il ouvre la bouche, parce qu'on sent que Gunther est un peu perturbé par la tirade de Jey Uso. Au début, il se demande où il veut en venir, et puis ensuite, il est vraiment très mal à l'aise par juste l'aura de Jay, on sent la température qui monte. Jay je reprends, qui lui dit, ouais, j'imagine que tu lui parles peut-être voilà, de la pluie et du beau temps, de la famille, de ce que t'as mangé, enfin, un petit peu de n'importe quoi. Moi, tu vois, moi j'ai parlé à ma mère ce week-end et j'ai dû lui expliquer bah, que son frère, enfin que son fils aîné, mon frère Jimmy, était à l'hôpital, que j'ai dû lui expliquer qu'il a eu 15 points de suture sur la face, qu'il avait été lacéré. J'ai dû lui expliquer qu'il avait été quasiment laissé pour mort dans une piscine de son propre sang, sous mes yeux, que j'ai rien pu faire. Et du coup, ma mère, elle m'a demandé qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as fait pour aider ton frère, et j'ai été obligé de lui dire que j'ai rien fait parce que j'avais peur de toi depuis tout ce temps. J'étais tétanisé à l'idée voilà, de t'affronter et tout. Enfin, bref, c'est incroyable parce que quasiment les larmes qui montent aux yeux de Jay, et plus ça monte, plus Gunther ne sait pas comment réagir. Et là, du coup, Jay pète un câble et il dit, mais en fait, ça y est, maintenant j'ai compris, j'ai plus peur de toi, c'est fini, t'as franchi la ligne, t'as franchi la ligne rouge. Et ouais, moi je trouve la punchline vraiment très très forte du segment, c'est Jay qui, plus en plus, enfin les yeux quasiment injectés de sang, et qui va lui dire, écoute, Gunther, mais sur un ton très calme, ce qui renforce évidemment le malaise. Il dit, écoute, Gunther, je te conseille, voilà, avant WrestleMania, d'aller voir tes parents, d'aller voir ta famille, de les embrasser, voilà, de leur dire que ça va aller. Et puis moi, pendant ce temps-là, bah, moi, j'irai prier. Et j'irai prier pour toi. Et j'irai prier pour moi. J'irai prier Dieu pour lui demander pardon en avance de l'homme que je vais devenir et de ce que je vais te faire à WrestleMania. Et pareil, il lui lance le micro et il s'en va. Voilà, promo assez exceptionnel, public absolument captivé, qui au début yitait à chaque phrase comme ils avaient l'habitude, et puis ça s'est progressivement estompé. On sentait le public vraiment happé par les paroles de Jey Uso. Segment d'une puissance rare qui retourne complètement le momentum. On avait un loser qui savait pas trop par quel bout prendre cette rivalité, nous non plus, qui était 0-3 face à Gunther.
aucune raison de croire à sa victoire, et là d'un seul coup il nous sort ça, et là, enfin moi j'ai plus envie que d'une seule chose, c'est qu'il défonce Gunther et qu'il le décapite à WrestleMania. Ouais, c'est du très 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 gros boulot, et puis maintenant voilà la question c'est ça, c'est est-ce que vous y croyez vous? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est le couronnement de Jey Uso qui arrive et le gros feel good? Bah, n'hésitez pas à me dire vos impressions en commentaire. On continue avec un troisième, pardon, troisième segment. La scène pour le titre intercontinental masculin a évolué cette semaine, puisque ça y est, c'est officiel. On nous annonce en début d'émission, au détour d'un segment backstage, que le Fatal 4-Way pour le titre intercontinental à WrestleMania est officiel. Braun Breaker défendra contre Penta, Finn Balor et Dominic Mysterio. Et oui, il a réussi à être ajouté par Liv Morgan. On a un petit segment assez sympa, backstage en début, hein, avec le Judgment Day dans le clubhouse, hein, qui dit, voilà, bon, qui parle de cette annonce. Liv Morgan trop contente, qui dit, bah ouais, ça fait plus de chances pour la ceinture de revenir au Judgment Day, puisque de toute façon, peu importe qui gagne, la ceinture elle est avec nous, hein, Finn. Finn qui hésite un petit peu, hein, et puis qui dit, ouais, grave, ouais, je suis d'accord, ouais. Bon, évidemment, on n'y croit pas du tout. Un film qui, de plus en plus, hein, semaine après semaine, qui a tous les marqueurs du mec qui va faire une crasse, qui veut rouler solo. Il n'est pas vraiment content de cette histoire, mais bon, écoute, va falloir faire avec. Et il dit, hein, Dominique, bah, de toute façon, t'es un grand garçon. C'est top que tu sois dans le match. Et puis ce soir, tu vas battre Penta et tu vas tu vas en profiter pour l'affaiblir et tu vas faire ça comme un grand. Tu seras tout seul et ce sera super. Bon, Carlito, évidemment, qui dit à Dominique Mysterio qui sera là pour le soutenir. Le match, Penta, Dominique Mysterio, gros match, écoutez, ouais. Ah, Dominique Mysterio, toujours, c'est l'occasion de dire, hein, toujours aussi impressionnant. Quelle ascension. Mais bon, ouais, écoute, super match contre Penta. Mais évidemment, victoire de Penta, clean, avec un sacrifice et un Penta Driver. Donc victoire clean, mais tout de suite attaque du Judgment Day, Carlito, euh, puis Finn Balor aussi, et, et Braun Breaker qui va arriver pour, bah, pas forcément pour défendre Penta, mais plus pour, vas-y, ok, tous mes adversaires sont là, je vais en profiter pour asseoir ma domination, et alors, il claque un spire mes amis. Écoutez, il y a plusieurs, il y a peut-être deux trucs à voir dans cette émission. C'est la promo de Jey Uso et le short de la WWE sur le spear de Braun Breaker qui descend du titantron vers le ring à toute vitesse et qui découpe en deux. Je sais même pas s'il le découpe. Je pense qu'il l'atomise. Carlito, hallucinant le spear. Bon bref, il emportera également un à Penta dans le ring, et c'est à ce moment-là que Finn Balor arrive pour mettre un coup en traître à Dominic Mysterio également, et il essaye d'attaquer Braun Breaker, mais Braun Breaker s'en sort. Il tente le spear sur Finn Balor, mais Finn Balor arrive à s'échapper. Et donc on a voilà cette donc rivalité four-way qui monte avec, ça y est, officiellement, la dissension qui s'est créée là. Finn Balor qui roule de plus en plus solo là au Judgment Day. Dominic Mysterio qui va bien avoir du mal à tirer son épingle du jeu. Un Penta qui gagne, qui continue d'emmagasiner les victoires, mais qui s'est fait quand même bien découper par Braun Breaker, et Braun Breaker qui a encore une fois démontré toute sa puissance et son overness auprès du public. C'est clairement l'homme à battre. Bon, écoutez, moi de mon côté, super segment, super enchaînement de segments, et une belle hype pour ce match clairement de mid-card à WrestleMania, mais qui va, j'en suis sûr, faire le café avec un super mix de spectacle et de roublardise de heel. Ça va être super sympa à suivre. Ne manquerait peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, chers auditeurs, ne manquerait peut-être que des échelles, des tables. Ce serait cool. Petite stipu pour ce match. Allez, avant de traiter du dernier segment, un petit rapid fire de toutes les intrigues du show en mode express.
avec ce qui s'est passé dans l'émission, mais qu'on n'aura pas le temps, désolé. On n'aura pas le temps de tout traiter. On a eu un Bayley contre Lyra Valkyria pour le titre intercontinental. C'est la revanche de février dernier. Lyra Valkyria qui avait réclamé ce match, hein, parce que Bayley était la seule qui avait réussi à la battre depuis que en 1 contre 1 tout simplement, et donc elle voulait se venger, et c'est chose faite à la suite de ce que Michael Cole aura appelé un instant classique. Bon, permettez-moi d'en douter, même si le match était loin d'être dégueu. Victoire de Lyra Valkyria, nouvelle challengeuse écartée, et le sort de cette ceinture qui commence à s'assombrir pour WrestleMania, puisqu'on enchaîne les défenses de titre et on écarte les challengers clean un par un, mais toujours pas de match officiel annoncé à WrestleMania. Donc est-ce que cette ceinture va être défendue? On ne sait pas. Ma foi, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. New Day contre les War Raiders, également un title shot pour les titres tag team, mais malheureusement terminé en DQ. DQ suite à une triche de Xavier Woods qui a amené une chaise dans le ring, mais prise des mains par Ivar. Et évidemment, l'arbitre se retourne à ce moment-là et disqualifie les War Raiders. Donc évidemment, un résultat qu'il faudra suivre. Car peut-être une revanche, peut-être à WrestleMania, on ne sait pas. Et post-match, New Day pète un câble et tente de carrément terminer la carrière d'Eric en faisant un Pillmanizer là sur une chaise. C'est heureusement arrêté par l'équipe de sécurité et les agents de la WWE. Donc nous n'en resterons pas là. Le Grande Americano qui a eu un match ce soir à Minnesota en équipe avec les Creed Brothers contre la LWO. Match super fun, je me suis éclaté tout du long, tout ce qui touche au Grande Americano, j'adore. Et triche de Chad Gable pour l'emporter, puisque Ivy Nile lui aura passé une sorte de plaque métallique qu'il aura glissé sous son masque pour faire un flying headbutt de la 3e corde, donc renforcé, voilà, avec la plaque en métal sous le masque. Et donc victoire de Grande Americano et des Creed Brothers. Et un peu plus tard, Rey Mysterio demandera la tête de Chad Gable / El Grande Americano. Et donc le 1v1 est officialisé à WrestleMania. Un peu déçu que ce soit un 1v1, je vous cache pas. Moi perso, le match qu'on a eu en 3v3 là, je trouve qu'il avait beaucoup plus sa place à WrestleMania. Je trouve qu'il y a un potentiel beaucoup plus fort pour faire du gros bazar lucha super impressionnant en low card de WrestleMania avec un multiman plutôt qu'un 1v1 sans réel enjeu. Ouais, bon, dommage, un petit peu dommage, voilà. Styles et Logan Paul ont continué, enfin surtout AJ Styles, hein, à teaser la rivalité en coulisses avec une petite interruption assez rigolote de Karrion Kross qui en appelle à l'ancien AJ Styles et qui dit qu'il faut qu'il gagne à WrestleMania pour nous sauver de Logan Paul et de ce fait il obtient un match contre AJ Styles la semaine prochaine pour essayer de raviver la flamme en lui. Bon, écoutez, ok, il continue ce rôle de motivation un peu sombre en coulisses, soit. Et puis bah c'est tout. Allez, je pense qu'on a tout traité. On finit avec le dernier segment que je voulais, 4e segment que je voulais aborder avec vous ce soir. Favor versus Favor. Seth Rollins a retourné la tête de Paul Heyman. La semaine dernière, CM Punk avait annoncé donc à SmackDown que Paul Heyman serait dans son coin à WrestleMania. C'était donc la faveur qu'il a demandé à Paul, qui n'avait pas eu d'autre choix que d'accepter. Tout ça s'était terminé en grosse brawl. On continue cette histoire avec Paul Heyman qui arrive à Raw nous parler au micro. Il vient nous parler de loyauté. Voilà, il dit que il peut être loyaux avec 2 personnes en même temps. C'est pas incompatible. Donc voilà, ne pointez pas les incohérences du doigt. Non, non, non. Il reste évidemment fidèle éternellement à son tribal chief. Il reste évidemment fidèle éternellement à son best friend in the world, CM Punk. Mais voilà, il s'avère que à WrestleMania, il sera dans le coin de CM Punk. Et voilà, c'est comme ça. Seth Rollins qui l'interrompt. Il dit bah alors Paul. Je comprends pas, c'est quoi cette tirade? Pourquoi tu continues à jouer un peu sur les 2 tableaux avec Roman Reigns? Roman Reigns, il t'a toujours lâché, il t'a jamais respecté, il t'a utilisé. C'est comme ça depuis toujours avec les histoires des frangins Ousso. Il vient jamais à ton secours dès que t'as des soucis. Évidemment qu'il choisira toujours sa gueule, Roman Reigns, c'est n'importe quoi. Mais t'as aussi été utilisé par CM Punk. Avec cette histoire de faveur, il vous a fait le chantage à l'Elimination Chamber. Et puis, faut quand même pas oublier que le premier choix à l'Elimination Chamber à War Games, c'était Seth Rollins. Paul Heyman était venu chercher Seth Rollins en premier.
Et il avait refusé Seth Rollins, qui avait finalement poussé à épuiser ensuite d'autres options pour arriver à la surprise CM Punk. Donc c'est intéressant toute cette tirade de Seth Rollins, puisqu'il essaye clairement de rentrer dans la tête de Paul Heyman. Il le pousse à bout, et puis en fait il lui dit, écoute, en fait Paul, elle est trop compliquée ta situation, c'est trop compliqué, t'es coincé, comment tu vas gérer ça à WrestleMania? T'as Roman Reigns d'un côté qui menace de t'emplâtrer là, à cause de ce que t'as demandé à CM Punk. Il y a CM Punk, tu vas pas trahir ton meilleur ami, machin. Donc voilà, il y a une solution toute simple pour te sortir de l'équation. Voilà, un petit stomp derrière la nuque et c'est réglé. Tu pars sur civière et on te revoit plus. Il y a un côté un peu sadique parce que Seth Rollins s'approche de Paul Heyman et tu sais, il lui prend un peu le col de la chemise. Il lui dit c'est facile, il suffit de demander et puis je peux m'en occuper si tu veux. Et puis il commence à le pousser un peu, à le taper. Il dit voilà, tiens, regarde, tu vois, personne va venir t'aider, t'es tout seul. Regarde, tu vois, j'ai raison. Tu parles de loyauté tout le temps, mais eux, ils s'en foutent de toi. Il le pousse de plus en plus fort, il le pousse, il le provoque. Paul Heyman finit par craquer. Il dit arrête, enfin voilà, arrête de me pousser. Enfin, il se rebelle, quoi. CM Punk arrive. CM Punk arrive, c'est la brawl. Grosse bagarre entre les deux hommes. CM Punk pas loin de prendre l'avantage, mais finalement c'est à l'extérieur du ring. Mais finalement ça revient dans le ring et Seth Rollins qui finit par lui placer le stomp. Euh, euh, oui, c'est ça, hein. Oui, je crois qu'il place un stomp. Donc là, Punk est au sol. Paul Heyman s'agenouille auprès de lui, voilà, lui demande comment ça va. Et là, Seth Rollins mime de faire un stomp sur Paul Heyman à son tour. Gros dans le public, hein, on se dit, non, attends, il va quand même pas stomper Paul Heyman. D'ailleurs, voilà, et donc il écrase son pied juste à côté de la tête du Wiseman. Là, ouais, Paul Heyman qui lève le regard vers lui, complètement apeuré, en sueur et tout. Et Seth Rollins prend le micro et lui dit bon, bah écoute, maintenant, je crois que à moi aussi, tu me dois une faveur. Et il s'en va. Et voici qui conclut donc un nouveau développement machiavélique, psychologique de cette storyline qui me plaît beaucoup. J'en ai parlé à SmackDown la semaine dernière. Je trouve que voilà, ce thème un petit peu de la loyauté croisée de Paul Heyman entre plusieurs hommes, du passif de tous ces catcheurs. Enfin, ils ont réussi à mettre finalement pas forcément un enjeu concret dans ce match. C'est vrai qu'on voilà, on l'a dit, après plusieurs semaines, on s'attendait peut-être à un title shot, une stipu particulière et tout. Mais finalement, d'avoir mis Paul Heyman au centre de cette équation, rend les choses psychologiquement, je trouve, très intéressantes. Et là, Seth Rollins, qui était un peu à l'écart de ce jeu entre Punk et Reigns pour obtenir les faveurs de Paul Heyman, complètement rentré sur l'échiquier. Et maintenant prétend voilà, avoir une faveur de Paul Heyman. On se souvient du début de cette promo hein, qui était quand même très tournée autour du thème de la loyauté. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans cette histoire. Seth Rollins qui est le seul hein, à pas avoir d'histoire directe avec Paul Heyman, mais qui est en train de s'en créer une. Et voilà, ça commence à devenir de plus en plus concret et commence à y avoir de plus en plus de fumée sur est-ce que Paul Heyman va trahir quelqu'un à WrestleMania? Est-ce que Seth Rollins va réussir à s'attirer les faveurs du Wiseman par la crainte, là, par la torture psychologique? En tout cas, voilà, moi j'ai personnellement, encore une fois, beaucoup aimé ce développement et hâte de savoir ce que vous en avez pensé également en commentaire. Voilà qui conclut notre Catch-Up Express du Monday Night Raw du 7 avril avec une road to WrestleMania qui continue d'accélérer et beaucoup de matchs qui se sont officialisés. Moi personnellement, mon top, c'est indiscutablement la promo de Jey Uso. Ça m'a bouleversé. J'ai pas peur de le dire. J'ai trouvé qu'il avait été fou. C'est sa meilleure promo à des années-lumière devant tout ce qu'il a pu faire par le passé et surtout dans le passé récent. Mon flop, eh ben, écoutez, ouais, comme au dernier SmackDown, pas évident de trouver un flop, mais ouais, perso, j'ai envie de le mettre à Io Sky quand même, qui passe vraiment pour la troisième roue là du carrosse de ce triple threat enfin officialisé à WrestleMania. J'ai peine à croire qu'elle puisse tirer son épingle du jeu et conserver sa ceinture. Et quoi qu'il en soit, elle aura quand même traversé cette road comme ouais, ben,
comme quelqu'un d'assez quelconque, je trouve. Mais ma note, malgré ce léger point négatif, restera excellente. Et je vais maintenir ma note de 4 sur 5 pour Soro. Super solide, rythmé, focus, à officialiser de nouveaux matchs, à continuer à développer très fortement des matchs qui en avaient besoin. C'est du tout bon. Donc voilà, dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre top, votre flop, vos pronostics pour ce WrestleMania qui approche à grands pas. Et d'ici là, eh ben écoutez, parce que WrestleMania c'est quand même, ouais, hein, c'est dans moins de 2 semaines. Donc d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine, pleine de catch. Ciao ciao tout le monde. Et ouais, désolé Ringside, mais Io Sky ne s'en sortira pas comme ça.